je commence. Tout d'abord, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'ouvrir cet événement sur le raccordement technique au dossier électronique du patient. Alors déjà, je vous remercie d'être là et d'être là en si grand nombre. On a plus de 90 personnes qui sont annoncées. Donc, on est vraiment très, très content. Et puis, vous avez sous les yeux, si tu passes la slide suivante, peut-être Alicia, ben, voilà, un petit peu les quelques règles pour que toute la séance se déroule sans encombre et puis, au mieux avec les contingences techniques. Donc, si vous pouvez éteindre votre micro, poser vos questions avec le chat, levez la main et puis il y a la traduction simultanée qui est disponible. Donc voilà, rapidement également le programme de la journée et puis de cet après-midi. Et puis sans attendre, je passe la parole à Nassima Vismeira, qui est responsable de l'unité de direction transformation numérique et pilotage, et donc transformation numérique au sein de l'OFSP. Donc Nassima, je te laisse ouvrir officiellement désormais cette séance. Merci. Danke, Martin. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Merci Workshop. beaucoup, Martine. Aussi, de ma part, soyez les bienvenus à cet atelier sur le raccordement technique au dossier électronique du patient. Moi aussi, je me réjouis de votre participation aussi nombreuse parce que l'année 2023 est censée marquer un tournant pour le dossier électronique du patient. Vous savez toutes et tous qu'il a fallu longtemps jusqu'à ce que les bases légales soient présentes. Après, il a fallu un moment pour implémenter les dispositifs techniques. Et maintenant, toutes les communautés de référence et de base ont été certifiées et peuvent entrer en fonction. Nous allons atteindre cette année aussi que l'interopérabilité soit atteinte entre toutes les communautés de référence. Et grâce à une campagne nationale, nous allons encourager la promotion et la dispersion du DEP. Nous allons assurer un financement transitoire parce que le DEP souffre aussi de quelques petits problèmes financiers. Nous allons proposer un financement transitoire au Parlement et une révision vaste du DEP sera mise en consultation, c'est-à-dire que sur le plan politique aussi, le DEP est enfin arrivé. Et grâce à la campagne nationale, nous avons l'objectif de déployer le DEP aussi au large public. Mais ce qu'il faut maintenant à tout prix pour la promotion du DEP et pour l'utilisation notamment du DEP, c'est une intégration en profondeur dans les systèmes informatiques hospitaliers et une implémentation à vaste échelle. Et voilà notamment l'objectif de cet après-midi. Nous voulons discuter de cela et démontrer aussi ce qui est proposé du côté de eHealth Suisse pour soutenir une telle implémentation en profondeur. Nous espérons que cet atelier puisse y contribuer et j'espère vraiment que grâce à cette intégration en profondeur, une diffusion à plus large échelle du DEP puisse se faire. Merci encore de votre participation. Et maintenant, je passe la parole à Martine Bourki, la directrice de Ouais, merci eHealth Nassima Suisse. pour cette ouverture. Donc, comme elle vous a dit vraiment maintenant, c'est tout un enjeu de faire avancer ce DEP et son utilisation. Donc, merci Alicia. On peut commencer la présentation, si tu peux avancer. Donc voilà, on va commencer par un rapide état des lieux. Donc les travaux de mise en place maintenant sont vraiment bien avancés. Toutes les communautés de référence et les communautés sont certifiées depuis le début de l'année. Et puis, il s'agit maintenant d'assurer l'interopérabilité qui est déjà possible entre certaines communautés, mais pas toutes, mais à l'été 2023, ce sera le cas. Donc, on peut voir que maintenant, les fondations de la maison DEP sont en bonne voie et puis elles vont permettre maintenant de construire. Ça, c'est pour l'évolution technique. Donc, désormais, toutes les communautés sont certifiées et productives à l'exception de AD Suisse. Et on a au jour d'aujourd'hui un peu moins de 20 000 dossiers
qui sont ouverts. Donc, et 3000 institutions connectées. Donc ça avance encore beaucoup trop lentement. On a fait une planification pour le financement transitoire avec 2 millions de dossiers à l'horizon 2028. Si on continue à cette vitesse, pourtant, il nous faudra 117 ans. Et on a pu voir qu'un enjeu majeur pour maintenant déployer ce DEP, c'est de rendre cet outil facile et accessible. Donc voilà, merci pour la slide suivante. Ici, on peut voir l'évolution du nombre d'institutions de santé qui sont connectées au dossier électronique du patient selon leur catégorie. Les cabinets médicaux, les hôpitaux, les pharmacies, les homes, les organisations de soins à domicile et diverses organisations actives dans la santé. Malgré l'obligation qui est en vigueur maintenant depuis un petit moment, on n'a que 44% des hôpitaux et 33% des homes et des établissements médico-sociaux qui sont connectés au DEP. Vous avez en gris le chiffre de janvier et en bleu le chiffre de avril. Maintenant, on a un peu un état de la situation et puis qu'est-ce qu'on a comme thème à l'agenda 2023 du côté de eHealth Suisse et puis de tous les partenaires qui sont engagés, parce qu'on est de loin pas les seuls dans le monde du dossier électronique du patient. Il y a l'interopérabilité nationale qui est un thème pour cette année, qui est donc prévu à l'été. L'implémentation du carnet de vaccination électronique, le lancement d'une campagne de sensibilisation nationale, comme l'a mentionné Nassima tout à l'heure, avec une phase pour les professionnels de la santé pour commencer. On a fait quelques adaptations techniques et quelques ajouts dans la législation notamment, donc ça c'est les releases 2023. Et puis un point important, et c'est une des raisons principales pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui, c'est l'intégration du dossier électronique du patient dans les systèmes primaires. On prépare d'ores et déjà les prochaines étapes avec le plan de médication et de nouveaux formats d'échange dans les releases 2024 et les suivants. Et puis, il y a également cette année, comme point particulier aussi, la consultation pour la révision partielle et la révision complète de la loi sur le dossier électronique du patient. Pour la suivante. Voilà, et ça, c'est les grandes lignes de ce qui va nous occuper en 2024. Ça reste la planification, donc c'est encore sujet à adaptation en fonction de l'évolution 2023, bien sûr. Mais il y a notamment la suite de la campagne nationale de sensibilisation avec la phase population, l'introduction de formats d'échange comme le plan médication électronique, les listes d'allergies, des liens avec la facturation, la possibilité de faire de la facturation électronique, des spécifications par rapport à tout ce qui est mHealth et puis l'entrée en vigueur de la révision partielle de la loi sur le dossier électronique du patient, avec notamment quelques changements par rapport aux responsabilités entre les cantons et la confédération, la simplification du processus d'ouverture et des questions de financement. Merci pour la suite. Voilà. Donc maintenant, on doit convaincre avec ce dossier électronique du patient. L'utilité à son but n'est pas remise en question. Donc le fait d'avoir un outil qui permet de gagner du temps, d'optimiser la sécurité du patient, éviter les doublons, un stockage centralisé pour le patient et pour les personnels de santé, de toutes les informations de santé à un seul endroit, tout ça n'est pas du tout remis en question. Pourtant, ça reste encore difficile de convaincre, notamment chez les professionnels de santé. Et puis voilà, on s'est posé la question pourquoi, et on n'est pas les seuls à se poser cette question. La communauté de référence CARA a également mené une enquête pour connaître un peu les freins qui sont dans la pratique pour les professionnels de santé. Parmi les réponses qui ont été mentionnées, donc les freins à cette utilisation du dossier électronique du patient par les professionnels de santé, il y a la non-intégration des logiciels primaires qui induit un travail à double, quelque chose d'assez fastidieux, avec des copies manuelles, des données à mettre plusieurs fois à plusieurs endroits. La complexité et les aspects contraignants de l'outil,
le manque d'intuitivité, donc quelque chose de peu convivial à l'utilisation, et puis une démarche supplémentaire dans la gestion des patients qui crée du stress. Et puis pour l'instant, on ne voit pas encore les plus-values. Donc, vous voyez qu'avec 20 000 personnes qui ont un dossier en Suisse, c'est difficile de convaincre les médecins puisqu'ils ont peut-être, avec la chance, 1 ou 2 patients qui ont dans leur clientèle un dossier électronique du patient. Donc voilà les points clés maintenant à faire évoluer pour faire pencher la balance. Et il y a notamment du coup cette intégration profonde. Donc désormais, pour l'instant, quand un médecin ou un professionnel de santé n'a pas cette intégration profonde, le moyen d'accéder au dossier électronique du patient, c'est le portail internet. Vous avez là 2 exemples, celui de la Poste et celui de Bint, avec des données qu'il faut remplir à nouveau, notamment certaines métadonnées qu'il faut reporter depuis les informations du patient vers le portail du DEP, et puis les documents qu'il faut télécharger de façon manuelle, et puis de compléter avec les données qui sont propres au document. Donc désormais, si on a une intégration profonde du dossier électronique du patient dans le système primaire, le système va détecter automatiquement si le patient dispose d'un dossier électronique du patient. Il va comparer, on peut faire une comparaison des informations sur les données de contact, les adapter. Il n'y a plus besoin de les rentrer une à une de façon systématique. Le téléchargement et le téléversement des documents est simplifié, voire même carrément automatique, et le remplissage de certaines données aussi sont automatiques. On a également un partage facilité entre les professionnels de santé pour les échanges d'informations. Pour que les fournisseurs d'applications pour les professionnels de santé puissent assez facilement développer des solutions qui sont applicables, on propose 3 solutions, enfin il y a 3 solutions qui sont possibles. La première, c'est d'implémenter soi-même des interfaces, donc de les préparer soi-même. Ensuite, il y a la possibilité d'utiliser le connecteur qui est en open source, qui s'appelle Husky. Et puis, autrement, il y a aussi possibilité d'utiliser des connecteurs commerciaux. Donc, on espère que cet après-midi va un peu vous introduire dans ces différentes solutions avec des exemples de présentation de comment on fait certains fournisseurs déjà dans divers domaines. Donc voilà, je laisse volontiers la place pour quelques questions s'il y en a. Les questions d'ordre technique, je pense, vont être clarifiées plutôt au cours des présentations suivantes. Donc, je réponds volontiers sur les questions globales par rapport à l'évolution du dossier électronique du patient. Pour commencer, je passe la parole à Stéphane Spani. Bonjour Merci. Stéphane. Oui, bonjour. Donc Alors, Stéphane est architecte en développement informatique au HUG et membre de IHE Suisse et IHE Europe. Et il nous présente l'intégration forte du dossier électronique du patient dans le système hospitalier, notamment au HUG. Merci Stéphane. merci Martine. Je vais pas être trop technique, je vais plutôt être un peu factuel sur qu'est-ce que ça veut dire de faire une intégration forte. Et puis d'abord quand même présenter 2 mots sur le contexte, parce qu'on a un environnement qui est probablement pas le même que la plupart des hôpitaux. Bon, on est un hôpital régional, on couvre tout le canton de Genève, mais aussi la France voisine, environ 2000 lits. On a un système d'information totalement intégré. On a un passé qui est assez conséquent, vu que le premier système d'information qu'on avait était en production en 1977 déjà. On est basé composant, donc système distribué depuis les années 90, pas de mainframe. Et puis un credo systématiquement favoriser une intégration forte de tous les composants qu'on met en place. Et on a l'unité dans laquelle je travaille, cybersanté et télémédecine, qui est dédiée à la communication avec l'extérieur, donc entre autres l'aspect connexion du système d'information de l'hôpital avec un dossier patient.
On a aussi des activités en télémédecine, aussi au niveau national et international. Et puis, on a une caractéristique qui a été un gros avantage pour nous, c'est qu'on a eu une plateforme. Le DEP est un sujet, en fait, depuis la fin des années 90. Il y a un projet cantonal qui a été initié avec de bâtir justement un Health Information Exchange, un dossier centré patient. Ce qui a donné la plateforme mondossiermédical.ch. Alors, il a fallu quelques années à l'époque pour qu'il y ait une prise de conscience de l'importance de ce qu'un DEP peut offrir, de qu'est-ce que c'est qu'un DEP, pourquoi centré patient. Donc, on a été en production seulement 10 ans, plus de 10 ans après l'idée du projet, en décembre 2010. Et la plateforme a fonctionné jusqu'à septembre 2021, lorsqu'on a migré sur la plateforme Cara. Septembre 2021, on avait 55 000 patients, 55 000 dossiers ouverts, environ 9 millions de documents, mais plus de 90% des documents publiés par les HUG. Donc une proportion relativement faible de documents publiés par d'autres partenaires. C'était principalement les autres du laboratoire et des soins à domicile. On avait réalisé une intégration forte avec le système d'information des HUG, avec des interfaces propriétaires, même si la plateforme, le cœur de la plateforme était basé IHE, les interfaces étaient des interfaces propriétaires, avec les fonctionnalités de base, toute la gestion de l'enrôlement des patients, la configuration initiale des droits d'accès pour le patient. Lors de l'ouverture de son dossier, le patient pouvait dire mon médecin traitant, c'est le docteur X, et puis il y a aussi tel spécialiste, et on pouvait immédiatement configurer déjà les droits d'accès. Publication automatique des documents produits par les HUG, mise à jour, suppression lorsqu'il y a une erreur, un document mal attribué ou un document invalidé. Et puis, intégration forte de l'accès à la plateforme Mon Dossier Médical dans notre DPI des HUG. Donc, on n'a jamais, au sein des HUG, utilisé les portails de la plateforme Mon Dossier Médical. Et puis, 2021, ça a été l'année de la migration de Mon Dossier Médical vers Cara. Alors, les travaux ont commencé bien avant, les discussions et tout, mais la réalisation concrète s'est faite en 2021, Cara ayant passé en production, enfin étant live, en mai 2021. Le DEP est basé sur les profils IHE, donc contrairement à l'intégration Mon Dossier Médical, on a dit, bon, tant que c'est clairement les interfaces, c'est les interfaces IHE. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de passer, de changer de plateforme, même si les deux étaient à la base IHE, basés sur IHE, tout d'abord, il y a une phase très importante de définition des processus. Et entre autres, quand faire la réconciliation d'identité, quand faire le matching, qu'est-ce qu'on veut publier, est-ce qu'il y a des délais? On a la notion de quarantaine. On ne publie pas tous les documents. Il y a des documents qu'on considère comme étant liés à la prise en charge pendant l'hospitalisation, ce qu'on appelle les notes de suite, qui sont plus la communication entre soignants, qu'on ne va pas publier dans le DEP. Il peut y avoir des documents liés à de la facturation ou des choses comme ça, qu'on ne va pas publier dans le DEP. Il y a aussi des documents qu'on ne va pas publier tout de suite, où on va introduire un délai de quarantaine. Et puis des documents à ne jamais publier, comme par exemple la pédopsychiatrie, où c'est une relation entre l'enfant et son soignant. Et pour les enfants, qui accède au DEP, c'est les parents. Et donc, on ne doit pas mettre à disposition ces documents dans le DEP parce que ce serait une rupture de la confidentialité du secret professionnel entre l'enfant et son soignant. Définir aussi qui, dans les professionnels des HUG, peut accéder au DEP des patients, sachant que ça a un impact sur la gestion de l'annuaire des professionnels dans la plateforme DEP. Les professionnels doivent être décrits pour que les patients puissent leur donner un droit d'accès. Les questions de formation, enrôlement des professionnels, et puis
on avait l'enrôlement complet des patients dans mon dossier médical. Qu'est-ce qu'on arrive à faire dans le cadre d'une plateforme DEP? Autre point organisationnel important, la certification. Il y a l'audit pour obtenir l'autorisation de démarrer en production. Donc, un gros effort sur la documentation, documenter les processus, d'une part les processus de lien entre l'hôpital et la plateforme DEP, mais aussi un certain nombre de processus internes qui sont demandés par le certificateur. Un certain nombre d'activités à faire sur le plan organisationnel, ça ne se fait pas en 1 ou 2 jours quand on décide de se connecter à une plateforme. Ensuite, technique. Il faut reconnaître, ça demande pas mal de compétences techniques. Il y a un certain nombre de profils IHE à maîtriser, surtout si on réalise une intégration forte, complète. On a intégré la gestion des patients, la gestion des professionnels, la gestion des documents, publication, récupération. Donc, il y a un certain nombre de profils qui sont requis, qu'il faut maîtriser. Il y a en plus les profils nationaux, les règles d'accès. La sécurité, si vous faites une intégration forte pour la consultation, vous devez intégrer l'authentification forte des professionnels avec un fournisseur d'identité certifié. Tenir compte des compléments techniques dans les annexes aux ordonnances, et puis savoir utiliser un minimum les outils de test, les validateurs IHE Gazelle et la plateforme qui implémente les spécifications nationales que IEL Suisse met à disposition. Donc, si on regarde un petit peu l'aspect IHE, on peut dire, bon, tous les profils, c'est en open source, enfin, c'est domaine public, on peut les consulter. Maintenant, il y en a un certain nombre. Alors, on n'a pas besoin de tous les maîtriser. Par contre, il y en a quand même un certain nombre qu'il faut un peu maîtriser pour pouvoir faire l'intégration forte. Donc, il y a une certaine quantité de documents à lire et à maîtriser. Et puis, quand on fait l'intégration forte, il y a un aspect important, c'est l'automatisation, qui permet de réduire la charge des traitements manuels. Tout ce qu'on automatise, c'est autant de choses qu'il ne faut pas faire manuellement. Implémenter la complexité, on l'implémente une fois dans le processus automatisé, on n'a plus à y passer après chaque jour, chaque semaine, parce que c'est automatisé. Ça permet de réduire les délais aussi. Dans notre cas, on a le matching est automatisé. Lorsqu'un patient est admis ou a une visite ambulatoire, on vérifie est-ce qu'il a un DEP. Si on n'a pas déjà fait le matching entre l'identité HUG et l'identité DEP. Et puis, si on a suffisamment de critères de correspondance, dont le numéro AVS, le genre, la date de naissance, eh bien, on fait le lien automatique. Publication des documents, c'est aussi totalement automatisé, y compris, dans notre cas, l'historique complet. Lorsqu'un patient ouvre son DEP, on lui met à disposition tout l'historique qu'on a de ces documents au HUG. C'est-à-dire, en gros, depuis la fin des années 70, on peut lui fournir tous ces documents-là. Et puis, alors après, il y a quelque chose, on a des grandes différences entre la plateforme DEP et ce qu'on avait avant avec mon dossier médical, c'est que le processus de modification d'un document qu'on a publié est beaucoup plus compliqué, et puis la suppression n'est pas automatisable. Donc, on fait une semi-automatisation, on essaye d'automatiser tout ce qu'on peut automatiser, de signaler, de faire des demandes automatiques de retrait de documents lorsqu'un document doit être retiré. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, on n'a pas un système qui a zéro erreur. Il y a des documents qui sont modifiés parce qu'il y a des corrections. Il arrive que des documents soient classés dans le mauvais dossier et s'ils ont été publiés, il faut les retirer. C'est des choses qui arrivent. Autre tâche importante automatisée, c'est la mise à jour de l'annuaire des professionnels. Les médecins, les soignants se déplacent, en particulier dans un hôpital universitaire. On doit quand même avoir des groupes dans l'annuaire des professionnels. On n'a pas juste un groupe HUG qui contiendrait les 2000 médecins, et puis même si on prend que 50% des autres soignants, ça ferait 3-4 000 personnes de plus dans un seul groupe. On a différents groupes liés aux différents services médicaux, et un certain nombre de médecins se déplacent, il y a des rotations, il y a tous ceux qui sont là, qui sont dans le service 3 mois, 6 mois.
S'il faut tout gérer ça manuellement, ça peut vite devenir une charge énorme. Et puis, avoir des délais de traitement. Donc, c'est une chose qui est entièrement automatisée. En lien avec aussi les registres nationaux, MEDREG, GESREG, etc. Parce que les noms qui sont dans le HPD doivent être alignés sur les noms, prénoms du registre national. Et puis, on automatise aussi les demandes de EID. Et puis, préparer actuellement une liste des logins qui doivent être créés dans la plateforme ou invalidés lorsqu'un professionnel quitte. C'est des choses où on prépare, on automatise des listes de EID à demander, des listes de logins à créer, modifier, supprimer. Par contre, le traitement n'est pas automatisé derrière parce qu'il n'y a pas d'interface disponible actuellement. Par rapport aux professionnels de santé en soi, ça pose aussi un certain nombre de challenges. Le premier, c'est en lien avec la complexité du système. Pour qu'un professionnel puisse accéder au DEP, il doit suivre une formation, il doit avoir une EID, il doit réconcilier son EID avec son identité de l'hôpital, HUG, il doit réconcilier son EID avec son login de la plateforme. Donc, c'est un peu un parcours du combattant actuellement. C'est une des choses qu'il faut qu'on arrive à améliorer, à simplifier, à automatiser pour les professionnels. Et puis ensuite, on a des questions de professionnels en lien avec la responsabilité par rapport au contenu. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas vu que dans le 1999e document du DEP du patient, il y avait une information essentielle pour sa prise en charge? C'est des questions qu'on a et auxquelles on n'a pas vraiment de réponse à donner actuellement. Et puis, un problème, alors, pour nous, pour motiver nos professionnels à faire toute la démarche de s'inscrire, d'obtenir un accès au DEP, c'est que, comme sur mon dossier médical, on avait déjà plus de 90% des documents qui étaient des HUG. Là, actuellement, dans le DEP, on est largement, je pense, à ce taux-là pour le moment. Donc, l'intérêt pour nos professionnels de l'hôpital d'accéder au DEP d'un patient, de faire l'authentification forte et tout, est relativement limité. Et ce qu'on constate aussi au niveau des cabinets médicaux, c'est qu'il y a plus d'intérêt à consulter qu'à contribuer. Donc, il y a un gros effort qui doit être fait de ce côté-là pour les motiver, pour que nous, on puisse aussi motiver nos professionnels à faire ces démarches et accéder au DEP. Par rapport aux patients, alors, dans mon dossier médical, ce qu'on a constaté, les 2-3 premières années, on avait on avait un support pour l'enrôlement des patients et comme ça, mais on a vraiment décollé sur le nombre de dossiers ouverts en ayant une communication proactive et en ayant un lieu d'enregistrement, d'enrôlement et de support. Répondre aux questions des patients qui se posent des questions, mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment est-ce que je fais, ou bien des questions, comment est-ce que je donne les droits à mon médecin, des choses comme ça. On voit actuellement, comme l'a dit Martine tout à l'heure, il y a un peu plus de 19 000 dossiers ouverts. Sur ces 19 000, il y en a 3/4 qui sont ouverts dans CARA. Et sur les 14 000 de CARA, il y a 70% qui ont été enrôlés à Genève parce qu'on a cet historique de mon dossier médical où on avait ces 55 000 patients. Maintenant, on en est encore très loin des 55 000 qu'on avait dans mon dossier médical. Quand on fait l'enrôlement des patients, quand on les soutient pour le processus, on les aide pour le processus, on se rend compte aussi de la complexité du processus. Il faut une app sur le mobile, il faut un email, il faut comprendre comment est-ce qu'on demande la EID, qu'on s'inscrit, après comment est-ce qu'on s'enregistre pour ouvrir le DEP, etc. Donc, si on veut un succès du DEP, il est clair qu'il faut avoir un support, des bureaux d'enrôlement et puis faciliter l'enrôlement complet en ligne. Et là, j'ai mis la photo du box d'enrôlement que les hôpitaux du Valais ont mis en place. C'est vraiment par des choses comme ça qu'on va pouvoir aussi gagner un certain nombre de patients et informer les patients, les rendre conscients du fait que le DEP existe et ce que ça peut leur apporter.
les aspects littératie des patients pour qu'ils comprennent mieux le contenu de leur DEP sont très importants aussi. C'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Il y a les patients qui maîtrisent, qui connaissent bien, il y en a beaucoup qui ont de la peine à lire ce qui est écrit dans leur DEP. Globalement, pour les fournisseurs de solutions, il y a une première question, c'est qui paye pour le développement. Alors, nous, on est un hôpital universitaire, on a un grand secteur informatique, on a une unité de cybersanté. Donc, c'était assez évident, disons, qu'on le ferait, qu'on ferait l'intégration forte et tout. Probablement que du côté des cabinets médicaux et des fournisseurs de solutions de cabinets médicaux, c'est un peu plus compliqué. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a globalement un manque de compétences. Il y a peu de personnes qui maîtrisent bien l'intégration, qui maîtrisent bien ces profils IHE, qui maîtrisent bien la sécurité, le lien avec un fournisseur d'identité. Donc, il y a du travail de ce côté-là. Il y a du travail aussi, on voit au niveau des intégrations, sur l'harmonisation des processus. Les processus ne sont pas les mêmes, en particulier au niveau des hôpitaux. Est-ce qu'on publie l'historique ou pas? Si c'est l'historique, combien de temps? Quels sont les documents qu'on publie? Quels sont éventuellement les libellés des documents qu'on publie? Par exemple, au HUG, on réécrit un certain nombre de libellés de documents quand on les publie dans le DEP. Parce que quand vous voyez un document qui est, je sais pas, un rapport de laboratoire externe, parce qu'il a été sous-traité, externe n'a pas de sens dans le DEP. Donc, il y a des fois, ou bien on a aussi des titres de documents qui ont des acronymes. Alors, c'est probablement des acronymes qui sont évidents pour les professionnels de santé. Maintenant, le DEP, d'abord, il est lu par le patient. Donc, il y a un travail aussi à faire à ce niveau-là. Et puis, c'est clair, des informations de plus en plus structurées pour une meilleure expérience utilisateur, une meilleure réutilisabilité des informations. Donc, pour conclure, disons, le DEP est opérationnel. Oui, les plateformes sont opérationnelles. Il y a quand même encore un certain nombre de questions qui se posent en lien avec la quantité de documents. Comment trouver ce qu'on cherche? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on publie vraiment dans le DEP éventuellement et quand? Est-ce qu'il y a un délai? On a une quarantaine d'une semaine pour un certain nombre de documents pour laisser le temps aux professionnels de prendre contact avec le patient pour en discuter avant, pour ne pas que le patient apprenne qu'il a telle ou telle maladie grave en ouvrant un document dans son DEP. Les aspects de responsabilité, et puis tout le domaine des équipements mobiles actuellement est complètement en dehors. Il y a des masses de données qui sont produites par tous les équipements mobiles que les différentes personnes ont, les apps sur les téléphones, les trackers et tout ça. Idéalement, on devrait pouvoir retrouver ces données dans le dossier du patient. Utilisabilité, ergonomie, c'est des facteurs clés, comme ça a été mentionné avant. Si vous devez vous loguer dans 2 systèmes différents, si vous avez votre logiciel de gestion de dossier, et puis à côté de ça, vous devez aller sur un portail, ça ne va jamais marcher, ça ne va jamais être utilisé de manière large. Donc, il faut favoriser l'intégration forte, réaliser des interfaces utilisateurs conviviaux, et puis voir qu'est-ce qu'on arrive à simplifier dans l'authentification des utilisateurs, à réutiliser au maximum dans les institutions l'authentification normale pour pouvoir accéder au DEP. Et puis, clairement, le DEP, ce n'est pas la cible ultime. Ce que je marque comme DEP 2020, donc le DEP qu'on a actuellement, c'est les fondations essentielles et nécessaires pour la gestion des utilisateurs, gestion des identités patients, les professionnels de santé, l'archivage des documents, traçabilité. Mais ce qui fera vraiment le plus pour les professionnels, entre autres, c'est les autres services qu'on peut bâtir autour, comme la médication, comme les résultats de laboratoire intégrés. Pourquoi avoir, si le patient a eu des analyses dans 3 laboratoires différents, on a 3 PDF à consulter? Non, on devrait avoir un tableau structuré avec les différentes analyses et les différents résultats, quel que soit le laboratoire qui est produit. L'intégration des images, ce qui commence, et puis l'intégration des apps mobiles avec possibilité qu'une app mobile puisse accéder au DEP et puisse envoyer des données dans le DEP du patient. Donc, c'est pas une finalité, c'est le début d'une route sur,
je pense et j'espère, de nombreuses années. Voilà un peu pour ce tour d'horizon. Je n'ai pas voulu être technique, mais je suis à disposition pour toute question, technique ou non. Merci beaucoup, Stéphane. Très intéressant. Oui, j'espère aussi que la route sera longue, mais pas trop, ou ça dépend pourquoi, en fait. Merci. Alors, volontiers, s'il y a des questions. Alicia, peut-être tu vois le chat et tu peux peut-être gérer les questions. Un aspect technique que je n'ai pas mentionné, au niveau de l'intégration forte, on utilise la librairie Husky. Les coûts pour l'intégration au niveau réalisation technique, je pense que pour faire l'intégration forte complète, c'était environ 3 mois hommes. Sachant que on avait déjà l'intégration forte de mon dossier médical avant, donc on avait déjà une expérience. On savait à peu près les processus qu'on devait mettre en place. On a dû les adapter, bien sûr, aux normes DEP, mais on avait l'expérience et on avait les compétences. Les compétences IHE, les compétences sécurité, les compétences d'intégration sur un système d'information qu'on maîtrise entièrement pour la partie clinique. Alors, merci beaucoup, Stéphane, pour ta précieuse contribution. Et puis, je vais passer maintenant la parole à Peter Jans et Hélène Loosli, qui vont, eux, nous présenter la solution utilisée par les hôpitaux universitaires de Balgrist. Donc, Peter Jans est manager des systèmes hospitaliers cliniques universitaires de Balgrist, donc du KISS, et Madame Loosli, qui est responsable de division de l'entreprise Extension, qui sont actifs dans le développement de solutions informatiques et notamment dans le domaine de la santé. Ils vont nous présenter l'intégration avec Orchestra. Merci, je vous passe la parole. Vielen Dank. Auch von meiner Seite herzlich Merci willkommen. beaucoup. Soyez les bienvenus aussi de ma part. Je vais vous guider à travers cette présentation en coopération avec Peter Jan. Nous allons commencer avec une première partie dans laquelle je vais vous présenter les fonctionnalités du connecteur Orchestra DEP+. Suite à quoi, Peter va vous présenter la solution d'intégration profonde de l'hôpital universitaire de Balgrist, la solution que nous y avons trouvée. J'aimerais commencer par une petite présentation de notre groupe d'entreprise Extension. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Extension a été créé en 2001. On a délocalisé toute l'informatique de la clinique de Bels dans une autre société et à partir de ce moment-là, cette société existait. On a acquis de plus en plus de clients. On a fusionné avec d'autres sociétés aussi. Un jalon important, c'était 2011, où la société a repris la société Integic, qui était fortement active dans le secteur de l'intégration en Suisse. On a repris en 2016 Sofico et en 2019, d'autres composantes de logiciels sont venues s'y ajouter avec XD, Intercomponent Wear, et la société a connu une forte croissance aussi au niveau international. Nous réalisons des projets pour des entreprises, nous faisons de la consultation, mais nous développons aussi des logiciels. Nous encadrons 1000 clients partout dans le monde avec 700 collaborateurs, collaboratrices environ. L'une de nos solutions principales, c'est Orchestra eHealth Suite. Cette solution est composée de plusieurs modules qui peuvent être utilisés de manière modulaire et ces modules permettent aussi de mettre en place une propre communauté de référence ou dans un autre contexte de bâtir une domaine pour différents cas d'utilisateurs. Mais pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui, un autre domaine est important, à savoir le Orchestra DEP connecteur.
le Orchestra Health Service Bus. Orchestra Health Service Bus, c'est notre serveur de communication qui met en réseau les systèmes primaires et qui assure la communication de données entre ces systèmes primaires. Et ce qui est nouveau, ce qui vient s'y ajouter, c'est que l'intégration dans le DEP est possible de cette manière-là. Et c'est cette partie justement que j'aimerais maintenant vous présenter à l'aide du connecteur DEP+. Le Health Service Bus, que fait-il? C'est un serveur de communication. La tâche principale d'un serveur de communication, c'est de faire d'un système de source un système d'information hospitalier ou un autre système, de recevoir des données, de les transformer en cas de besoin, les filtrer et les communiquer à un système cible ou plusieurs. Et puisque différents formats et différents protocoles peuvent être de mise, nous devons réagir très vite aux exigences de ces systèmes primaires pour utiliser le format ou le protocole nécessaire en fonction du contexte. Et c'est sur cette solution que le connecteur DEP+ repose. C'est une interface avec certaines fonctionnalités. Comment est-ce que tout cela fonctionne? Je vous ai apporté un graphique d'aperçu qui vous le démontre. Nos clients, les prestataires de services, disposent de différents systèmes primaires qu'ils utilisent. Ça peut être un SIA ou un ERP ou un autre. Et on veut intégrer en profondeur certains de ces systèmes dans les processus DEP pour permettre les fonctionnalités DEP. Et pour cela, il y a différentes possibilités qui vous ont déjà été démontrées. On peut raccorder les systèmes primaires directement au DEP et si ce n'est pas possible à cause des fonctionnalités ou des futurs développements de ces systèmes, et la plupart du temps, plusieurs systèmes participent à un tel processus et pour les rassembler, pour rassembler aussi la logique, pour superviser le tout, on peut passer par des interfaces Orchestra qui ne sont pas IHE. Ça peut être AIV 7.2 ou en passant par d'autres protocoles, services web. On peut intégrer ces systèmes primaires aussi par ce biais-là en fonction des possibilités qu'ils offrent. Et sur cette base-là, une fois qu'on a introduit les données dans Orchestra, on a la possibilité de passer par un connecteur DEP+. En quelque sorte, c'est une interface. Et on peut intégrer des communautés de base et des communautés de référence par ce biais-là. Nous avons mis en place différents profils IHE dans le connecteur DEP+. Je vous en ai dressé la liste des plus importants, mais il y a aussi un aperçu où vous voyez la liste des transactions les plus importantes, ce qui fait partie de cela, mis à part des transactions standards, des MPI, pour voir si le patient dispose d'un DEP ou non. Et pour la manipulation des documents, il faut l'inscription à 2 facteurs et l'enregistrement. Tout ceci est couvert par ce connecteur. Il y a également des interfaces utilisateurs bien simples qui permettent de réaliser certains processus en passant par ce UI. Nous l'avons mis en place pour donner la possibilité à un chef de projet de tester l'intégration sans que le système primaire soit prêt. Et après, nous avons utilisé ça pour faire des tests ou chez les clients où l'intégration en profondeur n'était pas encore possible. Nous avons également résolu l'exclusion de cas en nous servant de ce dispositif. Là, vous voyez l'outil DEP Admin. Là, c'est possible de chercher des patients disposant d'un DEP et mettre une exclusion de cas pour que ce soit communiqué à tous les systèmes primaires de l'établissement en question. Et à droite, vous avez une fonction de recherche, recherche démographique pour trouver un patient, pour savoir si ce patient dispose d'un DEP ou non. On peut aussi passer par le numéro AVS, mais je ne vous ai pas affiché ce masque-là.
Et ces UI relativement faciles sont accessibles via un navigateur web et sont fournis avec l'interface. Donc, il ne faut rien installer de plus, pas faire un déploiement de plus. C'est fourni avec l'interface du connecteur DEP+. Là, je vous ai dressé la liste des transactions qui peuvent être intégrées. Et ces profils sont testés régulièrement. L'année dernière, nous avons assisté au Projectathon DEP à Montreux. Nous avons d'autres composantes aussi dans notre portefeuille et nous avons pu participer au Connectathon également pour tester sa conformité. Pour résumer, on peut dire que le connecteur DEP+ est exécuté sur le serveur du prestataire de service. En règle générale, le prestataire de service a déjà un serveur de communication Orchestra qu'il utilise et nous mettons en place des interfaces supplémentaires qui permettent l'intégration dans les systèmes primaires et le système DEP. Nous pouvons intégrer différents systèmes primaires qui ne sont pas compatibles avec IHE, mais qui souhaitent être intégrés via un autre format ou un autre protocole. Et les transactions les plus importantes sont reproduites dans le connecteur DEP+, et ils sont soutenus. Et par conséquent, une intégration en profondeur de ces démarches-là est possible. Est-ce que vous pourriez parler un peu moins vite, s'il vous plaît, pour l'interprète? C'était une demande formulée par l'interprète. C'est gentil si madame pouvait parler un peu moins vite. Merci. Donc, il y a comme deux variantes différentes. Nous avons le serveur de communication normal, le Health Service Bus, qui est déjà installé chez quelques clients, qui est donc leur serveur de communication à part entière. Et il y a aussi la possibilité de passer par Orchestra Tuna. C'est un serveur de communication assez léger, svelte, sans base de données, que nous pouvons utiliser pour faire en sorte à ce que nous puissions exécuter le serveur dans un cloud. Voilà donc les deux différentes possibilités sur comment livrer Orchestra, pardon. Là, vous voyez encore une image qui montre comment on peut utiliser Juno dans la DMZ. Mis à part l'intégration dans DMZ, ça veut dire zone démilitarisée. Il faut un projet d'intégration intégrale. Il faut vérifier dans un premier temps quelle profondeur d'intégration est possible, quelles transactions le client souhaite-t-il voir intégrées en profondeur dans les systèmes primaires. Pour cela, il faut un concept qu'il faut élaborer ensemble. Et après, il est nécessaire d'élargir les systèmes primaires à quelques fonctionnalités. Il faut de nouveaux UI, il faut des élargissements à leurs interfaces à elles pour le permettre. Et une fois que tout est clarifié, qu'on a dressé un concept, l'intégration en profondeur avec une communauté de référence peut être réalisée. Nous avons besoin de OID, nous avons besoin de certificats de points finaux pour ceci et nous devons permettre les accès, bien évidemment, pour bien pouvoir atteindre les points finaux. Une fois que tout a été clarifié, l'intégration vers la communauté de référence peut se faire via le connecteur DEP+ Orchestra, c'est-à-dire que nous contactons les communautés de référence pour la première fois dans les interfaces pour voir si une bonne connexion existe. Et nous intégrons aussi les systèmes primaires et nous rassemblons le tout après pour pouvoir tester l'intégration en profondeur avec le client dans le contexte de tests spécialisés et le tout est documenté. Ce qui est également important, mis à part l'intégration technique et le projet d'intégration qui est très technique, grâce ou par les modifications dans les systèmes primaires, il faut non seulement modifier la technique, il faut aussi assurer un change management qui s'occupe des processus. Et voilà de quoi va vous parler Peter maintenant dans la deuxième partie de notre présentation. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Hélène. Je vais maintenant vous présenter quelques aspects qui sont importants de notre perspective, la perspective
de la clinique. Je vous ai montré une architecture simplifiée. À gauche, vous voyez le monde extérieur avec le PD. À droite, le monde de la clinique. En orange, vous voyez Orchestra. Orchestra intègre chez nous le DEP. C'est Opal chez nous. Et le SIH, vous voyez de nombreuses interfaces. 6 comptes, je ne vais pas les présenter toutes, mais je vais vous montrer quelques-unes pour lesquelles nous utilisons Orchestra directement. Les voici. Il faut dire, pour commencer, que certains processus, certaines transactions, nous les réalisons directement avec le SIH et le DEP et d'autres processus pour lesquels nous utilisons Orchestra. Nous utilisons Orchestra spécifiquement pour les processus administratifs. Donc, si là, dans ERP, nous saisissons des données des patients, Orchestra consulte DEP pour savoir si pour le patient en question existe un DEP. Après, Orchestra passe par un XAD proxy qui consulte le UPI de la CDC. On reçoit une réponse. Est-ce qu'un DEP existe, oui ou non? Orchestra inscrit cette réponse dans notre ERP et envoie les informations en temps direct dans notre SIH. Si un DEP existe, les données des patients sont inscrites dans MPI ou bien il y a une mise à jour. Et sinon, il y a des Ordner logs, donc des logs dossiers en fonction. Notre objectif, c'est d'intégrer les processus DEP dans tous nos systèmes connus. Nous ne voulons pas avoir d'outils supplémentaires qui forcent l'utilisateur à se connecter à un nouveau système et tout doit se passer de manière entièrement automatisée. Ici, sur la capture d'écran, à gauche, vous voyez notre DEP, ou non, notre ERP, pardon. Là, vous voyez le drapeau qui montre si un DEP, un dossier électronique du patient, existe ou non. À droite, vous avez un extrait de notre SIH qui montre également le drapeau, le flag en question. À quoi ressemble notre processus? Si le personnel administratif dans notre ERP saisit un patient, Orchestra interroge le DEP pour savoir si le patient nouvellement saisi dispose d'un DEP. La réponse est reçue par Orchestra et est déposée dans ERP, sauvegardée. En parallèle, le personnel administratif, si le patient le souhaite, va saisir une exclusion de cas. Là, nous sommes une clinique orthopédique. Ça sera le cas plutôt rarement, mais ce serait quand même envisageable et possible. Ces deux informations, donc le statut DEP et l'exclusion de cas, est acheminé après via Orchestra, via une interface dans notre SIH. Voilà le premier processus administratif. Le deuxième est le suivant. Vous le voyez ici. Là, Orchestra n'est pas impliqué. Ce serait donc le téléchargement du rapport. Ce processus se passe de manière complètement automatisée chez nous aussi. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais si un EP est présent et disponible, et si le rapport est un rapport conforme à DEP et qu'il n'y ait pas d'exclusion de cas, eh bien, ce rapport est automatiquement inclus, téléchargé dans DEP. Donc là, il ne faut aucune interaction manuelle avec le DEP. Après le téléchargement du processus de download, il est un peu plus compliqué. Un professionnel de la santé vérifie si le patient en question dispose d'un dossier électronique. Après, on vérifie si le professionnel de la santé est habilité à accéder au DEP en question.
Si le professionnel de la santé est autorisé à le faire, il va examiner s'il y a des documents pertinents pour le traitement qu'il faut télécharger. Si c'est le cas, ces documents sont téléchargés et intégrés dans notre SIH. Quels étaient les défis dans ce contexte, à notre avis? Le premier défi, c'était que nous voulions que cette consultation, si un patient dispose d'un DEP ou non, soit vraiment automatisée. Nous ne voulions pas qu'il faille poser la question aux patients chez nous à un guichet. Nous voulions que ça se passe de manière entièrement automatisée en arrière-plan. Là, ça sonne parfaitement logique et pertinent, mais au début, ça a quand même représenté un certain défi. Après, à un niveau plus général, eh bien, c'était la grande complexité causée par un grand nombre d'interfaces. Vous connaissez sûrement ce problème. On peut vite perdre l'aperçu général des interfaces. Troisième défi, l'établissement des processus et notamment des processus de téléchargement des documents. Il faut motiver les professionnels de la santé de vérifier le DEP et de télécharger les documents pertinents dans ce dossier. Voilà les défis les plus grands que nous avons rencontrés. Et voilà pour ce qui est de ma présentation. À mon tour de vous remercier pour votre attention. Si vous avez des questions, Hélène et moi sommes très volontiers prêts à vous répondre. Merci beaucoup. Pardon. Vas-y, Alicia, je t'en prie. Es gibt einige Fragen. Il y Erst, a was bestimmt, plusieurs ob ein questions. Bericht ein Premièrement, DEP-Bericht ist? qu'est-ce qui régit pour savoir si un rapport est un rapport DEP? Est-ce que ce sont des rapports prédéfinis ou est-ce que c'est la personne qui rédige le rapport qui le décide? Merci beaucoup, c'est une bonne question. Ce sont des configurations prédéfinies. Donc, nous avons relativement beaucoup de différents rapports ou types de rapports dans notre SIH. Donc, un rapport de consultation est toujours téléchargé et un rapport de notes n'est jamais téléchargé. Donc, ce n'est pas une personne d'en décider conformément à la situation. Non, c'est une configuration qui existe chez nous, une configuration de base. Zweite Frage. Wie Autre vermeiden question. Sie den Download Comment est-ce que vous évitez le téléchargement de documents qui ont été téléchargés par le passé déjà à partir de votre SIH dans le DEP? Comment dire? C'est notre SIH qui l'empêche. Je sais uniquement que ce n'est pas possible sur le plan technique, c'est-à-dire que nous téléchargeons toujours et encore nos propres documents, si je vous comprends bien. Donc, ce n'est pas possible de le faire sur le plan technique, mais franchement, je ne saurais pas vous dire comment les techniciens s'y sont pris pour le garantir, mais ce n'est pas possible. Troisième question. Est-ce que le SIH est toujours le système primordial, le système leader? Le système primordial par rapport à quoi? Qu'un patient dispose d'un DEP ou non, eh bien là, c'est le CDC, la TSAS qui est déterminant. Donc, si un patient se présente à un hôpital, on vérifie si ce patient dispose d'un DEP ou non, et après, cette information est demandée à la CDC et renseignée et distribuée à tous les processus. Pour ce qui est de la consultation des documents et le téléchargement, c'est le SIH qui en est responsable parce qu'on peut voir dans le SIH quels sont les patients qui disposent d'un DEP, quels documents vous pouvez consulter et télécharger. Et dès qu'un rapport se trouve dans un statut donc, qui le permet, ces rapports sont téléchargés. Est-ce que ça répond à votre question? Je parle
des sous-systèmes. Les sous-systèmes envoient les rapports dans le SIH et c'est à partir du SIH que c'est transféré dans le DEP après. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, oui, on peut le dire comme ça. Nous avons un sous-système, le système d'information de radiologie, qui envoie son rapport dans notre SIH et c'est à partir de notre SIH, oui, que c'est téléchargé dans le DEP. Et oui, un rapport de laboratoire, ce serait un exemple similaire. Merci. Autre question. Combien coûte l'intégration? Malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question parce que je n'étais pas impliquée dès le début. Est-ce que tu pourrais répondre à cette question, Hélène, tu le sais? Le projet d'intégration tel quel est différent selon le client. Il s'agit du niveau d'intégration. Il faut Orchestra comme base. Si le client ne l'a pas encore, il y a différents modèles de licence, donc la version entière ou Orchestra Juno, et en sus, une licence pour le connecteur DEP+. Et après, il y a des frais en fonction des exigences au projet d'intégration, mais je pense que ça restera en dessous des 3 jours hommes par mois qu'a connu l'hôpital universitaire de Genève. Autre question, avec quelles mesures vous pouvez augmenter l'acceptation pour utiliser le DEP auprès des professionnels de la santé? À mon avis, il faut communiquer et persévérer. Nous, on n'est pas encore en production, mais régulièrement, nous allons entrer en contact avec les médecins et oui, vraiment marcher sur les pieds des personnes concernées, toujours et encore pour leur dire que c'est vraiment quelque chose de très judicieux. Et plus il y aura de patients qui utiliseront le DEP, plus les professionnels de la santé seront motivés à l'utiliser parce que non, sinon les patients aussi vont euh, se mettre en colère s'ils disposent d'un dossier électronique du patient et que des rapports sont sollicités par d'autres biais, encore par d'autres canaux. Donc, nous espérons que le nombre de patients disposant d'un DEP va finir par les convaincre. Autre question. Le téléchargement, après un téléchargement réussi dans le SIH, comment le gérez-vous? Est-ce qu'après, le document sera disponible directement dans SIH et est-ce que ce document en question sera accessible à toutes les personnes traitantes ou est-ce que vous gardez les droits d'accès définis dans DEP? Non, nous l'intégrons vraiment dans le SIH. Ça sera sauvegardé, enregistré dans le SIH et chaque professionnel de la santé avec un droit d'accès pour ouvrir l'anamnèse pourra consulter le document en question. Donc ça, c'est notre droit d'accès interne à la clinique qui fait foi dans ce contexte. Est-ce que vous pouvez télécharger des images d'ICOM issues de PACS dans le DEP? Au moment actuel, non, je ne pense pas. Hélène, tu le sais, Axana le sait faire? Non, c'est pas encore proposé. Non, à l'heure actuelle, ce n'est pas prévu. Il en va de même pour les données structurées. Ce n'est pas possible encore à l'heure actuelle. Voilà, ça répond peut-être déjà à la prochaine question. Et maintenant, dernière question, est-ce que vous pouvez dire combien de patients utilisent un DEP à Balgrist? Bon, comme je viens de le dire, nous en sommes au premier balbutiement, mais nous avons beaucoup de patients qui sont très impatients de commencer et c'est un bon signe. Hein. Mais ce ne sont pas 100 patients, ce sont 10 peut-être qui nous ont déjà posé la question avant même qu'on ne commence. Donc, ne nous attendons pas à un très grand nombre de patients pour commencer. Nous avons fait des expériences similaires avec une appli pour patients que nous avons lancée il y a un certain temps. Et au début,
c'était quand même un peu décevant. Ça n'a pas beaucoup intéressé les patients-patientes. Mais bon, je pense qu'il faut un certain temps. Il faut que le DEP fasse tâche d'huile. Une dernière question avant de passer à la prochaine présentation. Est-ce que la médication est déposée ou archivée de manière structurée, à savoir télécharger le plan de médication électronique, entre parenthèses? Donc, si nous le téléchargeons de cette manière-là, c'est comme ça que je comprends la question. Non, pour l'instant, ça ne se fait pas encore de manière structurée. Et ce n'est pas encore soutenu non plus par la communauté de référence. Très bien, D'accord. merci pour cette présentation, Monsieur Jans et Madame Losley. Et puis, pour ces très intéressantes questions, j'ai noté pour moi auf die Nerven gehen. Je crois on doit garder ce message, on doit vraiment aller sur les nerfs pour que ça avance. Nous accueillons maintenant de l'OFAC, Monsieur Leon Peters, responsable commercial régional, ainsi que Monsieur Thomas Mako, fondateur et CEO de BINT. Messieurs, je vous laisse nous présenter l'intégration du DEP, notamment dans les systèmes primaires des pharmacies. Oui, encore une fois, bonjour de notre côté. Donc nous allons nous écarter un peu du sujet puisque nous travaillons dans la filière des pharmacies. Je m'appelle Léon Peters, je travaille pour l'OFAC et ensuite mon collègue Thomas Marco de BINT va faire la deuxième partie de la présentation. Donc nous sommes des salariés de l'OFAC, de la Fédération des pharmaciens, avec plus de 1000 clients. Cette année, on souhaite célébrer les 60 ans de notre fédération. On est vraiment familier avec la gestion, le traitement de données sensibles des patients. Nous avons compris assez rapidement ou assez tôt qu'il fallait s'engager dans la voie de la digitalisation. Voilà. Est-ce que vous pourriez passer à la slide suivante? Voilà. Voilà, ici, vous voyez notre concept. Nous avons deux plateformes, la plateforme de santé Abilis et la plateforme Abilis DEP. La plateforme santé, c'est quoi? Ça, c'est un concept que nous avons mis en œuvre sous forme de produit maintenant. Nous proposons un domaine B2C, qui veut dire que le client final, le pharmacien, a une appli sur son téléphone portable et le client de la pharmacie également. Donc, ça leur permet d'avoir un contact. Et puis, on a un volet B2B aussi pour permettre la communication entre les différents professionnels de la santé. Voilà, nous proposons les deux volets. Nous avons également commencé cette année le rollout du DEP Abilis avec une application là aussi et un portail web. À notre avis, la gestion d'un DEP dans une pharmacie, c'est facile à faire et c'est très utile. Donc, nous proposons quelque chose pour cela. Voilà, vous voyez ici notre système Abilis avec les trois composants, une intégration complète dans notre système primaire pour le DEP, B2B et B2C. Vous voyez à droite les deux applis qu'on a développées. Tout à fait à droite, l'application eHealth avec différents boutons pour commander des médicaments, par exemple. Je vais y revenir tout à l'heure. Et ça, c'est le lien ou la liaison entre le client final, le patient et la pharmacie. Et puis, pour notre gestion du DEP, nous avons également soit un portail web, soit une application. C'est accessible via une Trust ID, c'est une identification certifiée par l'OFSP pour permettre la communication de données sensibles entre l'application de santé et le système primaire. Voilà, on peut avancer.
Voilà. Donc, en plus de l'appli, je viens de le dire, on a aussi un portail web qui permet au client de saisir lui-même des données et de gérer les droits d'accès qu'il donne. Donc, il peut les attribuer à des professionnels de la santé. Il peut tout définir lui-même via le portail web. Il peut aussi définir ce qu'il faut faire en cas d'urgence et si quelqu'un souhaite recourir à son DEP. Ici, on a le portail web pour la plateforme de santé, Abilis. Nous l'avons développé nous-mêmes pour le client final. L'idée d'Abilis eHealth, c'est que on souhaite permettre la communication entre tous les membres de la communauté Abilis sur des données et des informations importantes, les allergies, les intolérances. On les échange entre les pharmacies, ces informations pour permettre de travailler de manière efficace, rapide et à un coût limité. Ici, vous voyez un exemple. Comment ça fonctionne dans une pharmacie. Ça, c'est une caisse d'une pharmacie. Donc, vous voyez déjà pas mal d'informations à l'écran. À droite, c'est le logiciel primaire. C'est notre logiciel tactile où nos clients, les pharmaciens, saisissent leurs données depuis des années. C'est leur logiciel de pharmacie classique. Et puis, à gauche, vous voyez la plateforme Agilis. Et les deux communiquent entre eux. Tout ce que l'on saisit, enfin presque tout ce que l'on saisit à droite, c'est repris à gauche aussi pour être affiché. Donc, le pharmacien il dispose de beaucoup plus d'informations à la fois et c'est entièrement intégré en profondeur. Donc, il faut comprendre que à droite, le système tactile, ça reste à la pharmacie et tout ce qu'on voit à gauche, c'est échangé avec d'autres personnes, avec d'autres professionnels de la santé. Et c'est bidirectionnel. On peut transférer des informations du tactile vers Abilis et dans l'autre sens également, quand on fait par exemple des commandes de médicaments. C'est une solution entièrement développée pour le système tactile, Golden Gate, mais aussi pour d'autres compétiteurs aussi, comme par exemple ProPharma et d'autres encore. Et on a fait la même chose au niveau DEP. En haut à droite, dans le système primaire, on clique sur un bouton qu'on voit à la page suivante, voilà. Et ensuite, vous avez les informations détaillées sur le patient ou le client final, Monsieur Leroy Walter, ici. Et puis, on voit à droite qu'on peut accéder directement à son DEP, ce qu'on va faire maintenant. Et puis, là-dedans, via le portail de santé, on rentre directement dans le DEP à condition d'en disposer, bien sûr, et si le patient a donné les droits d'accès au pharmacien, bien sûr. Voilà, on avance. Ici, encore une fois, les deux applications. À gauche, l'application eHealth, l'application de santé avec les différentes fonctionnalités, le plan de médication, par exemple, avec la dosologie, les médecins, les allergies, etc. Et puis, les prescriptions répétitives, elles sont enregistrées. On peut y recourir de nouveau à tout moment. Et ça revient ensuite dans le système primaire. Toutes les informations, comme je disais, sur les intolérances, allergies, aussi les rapports de laboratoire, c'est disponible également. Ensuite, on a le module boutique en ligne avec Abilis, où on peut mettre à disposition un assortiment de produits, 40 000 articles différents.
Et puis, à droite, ce n'est pas la peine de vous l'expliquer, mais ça permet de télécharger et de consulter des documents, le plan de médication. Et ce volet-là, il est en évolution permanente. Nous le complétons au fur et à mesure. Voilà, on peut passer directement à la page suivante déjà. Voilà. Ça, c'est peut-être une bonne vue d'ensemble pour vous donner une idée de notre intégration avec le système primaire de la pharmacie à droite. Là, on saisit les données qui ensuite sont reprises de manière automatique dans la plateforme santé et tout à fait à gauche dans l'appli. Lorsque le client a quelque chose, ça va dans l'autre sens et ça revient finalement dans le logiciel primaire de la pharmacie. Donc, ce qu'on a fait, c'est la liaison entre la plateforme de santé Abilis et la base de données. Les plans de médication qui sont saisis dans le système primaire de la pharmacie passent par la plateforme santé et la base de données Abilis. Et de là, ces données arrivent dans l'appli du patient, du client final. Donc, dans l'appli, on peut avoir le plan de médication, les vaccinations également. Et lorsqu'on a l'application DEP en même temps, toutes ces informations-là sont en même temps disponibles là. Nous avons une activité nationale. Notre appli DEP existe dans les 3 langues nationales. Nous sommes en cours en train d'être certifiés actuellement. Et puis, le client qui va voir le médecin ou qui va à l'hôpital, il a un plan de médication, il va à la pharmacie avec ce plan. Le pharmacien saisit automatiquement ces données et c'est repris. Voilà. Nous avons actuellement 550 pharmacies partenaires Abilis, environ un tiers des pharmacies dans toute la Suisse qui sont partenaires déjà. Nous avons commencé cette activité DEP en 2023. Nous avons 44 pharmacies actuellement qui s'en servent. Et le plus important, comme je le disais, c'est que le client final puisse s'en servir directement dans sa pharmacie ou avec son pharmacien. Nous soutenons aussi le personnel des pharmacies en proposant des webinaires, un e-learning pour permettre de se former, pour leur permettre aussi de répondre à toutes les questions que leur clientèle leur pose. Voilà, ces 2 chiffres-là, donc 550 voire 44 pharmacies avec qui collaborent avec nous pour les DEP. Ça, ce sont des chiffres qu'on espère faire évoluer encore, bien évidemment. On travaille dessus. Et puis, juste quelques mots sur la question de savoir comment ouvrir une plateforme en pharmacie. Normalement, lorsqu'un client arrive dans une pharmacie, en quelques secondes, il peut ouvrir son dossier. Le processus est exactement le même pour les 2 possibilités. On peut avoir un self-onboarding ou le faire directement à la pharmacie. Une fois la validation faite, au bout de quelques minutes, le client peut se servir de son appli et de son portail. Voilà. Ça, c'était donc ma partie de la présentation. Ça nous fait vraiment très plaisir, cette activité. Et à notre avis, le potentiel dans les pharmacies est intéressant et important. Voilà. Merci de votre attention. Je passe la parole à Monsieur Marco. Je m'appelle Thomas Marco. Je suis le
le directeur de BINT. Donc, je vous parlerai un petit peu des bases techniques. Nos compétences centrales, ce sont donc la collaboration entre les systèmes primaires pour permettre d'avoir un fonctionnement intégré satisfaisant dans le domaine du DEP, mais aussi en dehors du domaine de la santé et de la cybersanté. En matière de DEP, nous travaillons dessus depuis 2018. Nous sommes vraiment spécialisés là-dessus. Nous avons une gamme de services complète pour le DEP. La technique de base pour nous, c'est le logiciel du leader sur le marché mondial, InterSystems. Tout ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est basé là-dessus. Et ensuite, nous adaptons ce logiciel aux spécificités. Qui existent sur place. Voilà, depuis 2017, nous sommes le partenaire technologique d'Abilis. Depuis 2021, nous faisons partie du groupe OFAC également. Et vous voyez ici un peu un résumé global et technique aussi de ce que Léon vient de dire. Les systèmes qui sont déjà connectés, l'appli DEP, le portail des patients, le système B2B, voilà, ça c'est le résumé. Les systèmes des pharmacies sont déjà connectés, le Health Professional Reporting, on ne l'a pas montré, mais ça aussi c'est conforme aux exigences DEP. Tout le logiciel ici en vert clair, ça vient de BINT. Et l'adaptateur en bleu, ça vient de chez nous également. Donc, nous sommes l'intégrateur qui gère tous ces composants. Cette architecture de base que vous voyez ici pour l'intégration des systèmes primaires, ça fonctionne de la manière suivante. Les différents systèmes primaires sont tous connectés via ce BINT adapter. Si vous voulez, c'est un peu comme un connecteur universel qui est conforme à eHealth, qui est certifié, qui a été testé et qui propose différentes fonctions de confort dont on a besoin. Les différents systèmes primaires que vous avez vus dans la présentation de Léon sont donc tous connectés via le même adapteur. Et ils reçoivent donc les commandes de l'adapteur, des commandes simplifiées. Notre principe, c'est que les systèmes primaires connectés ne doivent pas nécessairement être capables du IHE. S'ils en sont capables, c'est bien, mais ce n'est pas indispensable. Ce qui est bien dans cette architecture, c'est que les éventuelles modifications légales ou modifications dans la technique DEP vont être apportées à un endroit seulement dans cet ensemble, à savoir sur l'adaptateur. Tous ces systèmes primaires ensuite vont pouvoir accéder à ces informations, ces modifications via l'adaptateur. Donc, on modifie juste un minimum d'éléments. Voilà, ça réduit la complexité du système. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous, une complexité minimale. Voilà, Léon n'a pas évoqué encore les systèmes d'information des hôpitaux, les SIH. Léon n'en a pas parlé encore, puisque ce n'est pas productif encore actuellement chez nous. Tout ce qu'il vous a montré, c'est déjà en production. Mais je vais vous montrer maintenant un fonctionnement qui est en phase de test actuellement et dans quelques jours, ça va entrer en production. On peut passer à la page suivante. Donc, un système d'information hospitalier. Jusque-là, Léon avait parlé uniquement des pharmacies. Mais les hôpitaux et cliniques peuvent également, les cabinets médicaux aussi, bien évidemment, peuvent utiliser Abilis, notamment le volet B2B pour la partie médication. Ici, vous voyez le SIH INES,
une belle illustration, un bon exemple d'une intégration forte. Vous voyez ici les données du patient avec différents onglets là. Un onglet pour les documents pour ce patient. Les documents qui ont été repris du DEP dans INES. Et puis, vous avez donc c'est intégré sans rupture, enfin, on ne s'en rend même pas compte. Et ce qui me plaît, c'est qu'il y a un bouton qui permet, quand on appuie dessus, par rapport aux rapports qui ont été créés dans le SIH, de les télécharger. Tous les documents pertinents pour un patient peuvent être téléchargés avec ce bouton-là. C'est juste un bouton sur lequel il faut appuyer. Ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà, ça c'est mon dernier transparent, c'est un peu de marketing pour notre adaptateur qui a donc été conçu pour faciliter la vie au système primaire, un adaptateur plug and play. Il suffit de le mettre, de le brancher et ensuite ça marche, ça fonctionne. Voilà, c'est lui qui fait tout, nous qui faisons tout avec la certification également. C'est entièrement conforme aux exigences du DEP. C'est également, et ça c'est très très important, ça fonctionne dans toutes les communautés de référence. Ça c'est important, bien évidemment, hein. Lorsque un fournisseur de logiciels primaires travaille avec différentes communautés de référence, il a besoin de proposer quelque chose qui puisse fonctionner pour toutes les communautés. Donc l'adaptateur, il fonctionne dans toutes les communautés de référence. Il est très fiable. Par rapport au prix, c'est comme un module normal du logiciel primaire. Et puis, peut-être pour anticiper la question là-dessus, la durée de l'introduction, en général, dans les projets qu'on a vécus jusque-là, c'est aux alentours de 3 jours. Plutôt 3 jours que 3 mois. Voilà, si vous avez envie d'informations complémentaires, je pourrais bien sûr vous les envoyer. Merci. On a des questions dans le chat qui sont arrivées. Est-ce que tu veux gérer, Alicia, les questions? Oui, so die erste Frage, wie macht ihr denn La première question, c'est de savoir comment vous faites le contrôle des interactions des médicaments ou le CDSS avec tous les médicaments sur toute la durée de médication. Comment est-ce que vous gérez ça entre les systèmes primaires et les sous-systèmes? Oui. Léon, je peux peut-être répondre si c'est bon pour toi? Donc, où est-ce que cela se fait? Ça se fait dans le cœur du système d'Abilis, donc dans le système e-santé et pas dans le DEP, parce que c'est là qu'on fait tout ce qui concerne les plans de médication. Oui, dans le système pharmacie. Ouais, dans le système pharmacie, comme Joost Tödli le dit. Ce sont des fonctionnalités vraiment centrales pour les pharmacies dans e-santé et c'est là qu'on le fait. Et là, il y a différentes options pour ce qu'on peut faire pour optimiser la médication. Il y a des projets aussi pour intégrer le patient, mais le lieu où ça se passe, c'est dans ce contexte e-santé. Oui, je ne peux que le confirmer, c'est dans le système primaire. Et chaque pharmacie Abilis reçoit la médication, c'est transféré. Ce qu'on n'avait pas auparavant, c'est disponible maintenant. Et donc, on peut gérer l'interaction.
toutes les dernières fonctionnalités ne sont pas finalisées encore. On pourra vous fournir les informations ultérieurement. Combien de pharmacies auront à l'avenir la possibilité d'ouvrir des DEP? Les 500 dont Léon parlait. 500 pharmacies ont déjà signé le contrat, mais le déploiement prendra son temps. Actuellement, il y en a 44 qui en disposent déjà. Oui, c'est lié au fait aussi que actuellement, toutes les pharmacies ne sont pas vraiment convaincues encore de l'utilité, ne sont pas suffisamment motivées encore. Il y a une pénurie de personnel aussi. Mais on fait pression, on essaye de le déployer par semaine chez 2-3 pharmaciens. Oui, les pharmacies doivent aussi se procurer un certificat. Elles ne peuvent pas simplement l'installer. Elles ont besoin d'une introduction, d'une formation, d'une certification aussi. Mais à peu près 500 pour répondre à la question. Une autre question en français, c'est bon pour vous? Pour un pharmacien qui a choisi, par exemple, de s'affilier à la communauté de Cara, de pouvoir accéder à la plateforme Cara depuis son logiciel système primaire fourni par le FAC. Also ich habe verstanden, j'ai compris, also ich habe verstanden. Alors, quand est-ce qu'il sera possible? Corrigez-moi si je ne donne pas la bonne réponse, mais je crois que c'est au mois de juillet, lorsqu'il y aura le début de Cross Community. À ce moment-là, les gens de Cara verront les données qui sont dans le DEP Abilis et vice-versa. On verra les données et on verra aussi le plan de médication. Lorsqu'on fait un enrôlement à Abilis, dès la première minute, on génère un plan de médication. Et le 15 juillet de cette année-là, ça deviendra possible. C'est lorsque le cross-community fonctionnera. Je crois que c'est prévu comme ça. C'est ça le calendrier. Donc, quelqu'un de Cara verra le plan de médication aussi lorsqu'il y a une intégration Abilis Cara. Est-ce que j'ai bien répondu à la question ou est-ce que la question va plus loin encore? Monsieur Bessot? Pas de réponse. Je vais à la question. Si, dans le Chat, la question va plus loin. Ich kann vielleicht versuchen zu übersetzen die Frage. Monsieur Bessot, je vais peut-être pouvoir traduire la question. Lorsque une pharmacie est membre de Cara, est-ce que la communication avec un système primaire d'OFAC est possible? Oui, la pharmacie pourra participer sans problème à Abilis. Cara et Abilis, oui, ça peut fonctionner ensemble. C'est très utile pour les pharmacies, indépendamment des DEP. Abilis, c'est la communauté des pharmacies. Les pharmacies se mettent à disposition des données les unes aux autres. Et une pharmacie en Romandie, Cara ou pas Cara, elle pourra très bien être membre Abilis et Cara. Léon. Oui, c'est tout à fait correct, tout à fait correct. Pardon, mais pardon, ouais, je crois que voilà. Allez-y. Je me permets de prendre la parole. Bonjour, Jean-Christophe Bessot de Cara. En fait, un pharmacien qui est affilié à Cara doit accéder par la plateforme Abilis à la plateforme Cara depuis son système primaire ou depuis la plateforme Axana s'il est affilié chez Axana. Donc, ce n'est pas une question de cross-communautaire, c'est une question... Non, ce n'est pas cross-communautaire. C'est dans ce cas, il ne faut pas de cross-community. Parce qu'il y a une alternative. Les pharmacies, ça a commencé, la communication des pharmacies a commencé déjà avant EPD.
avant le DEP, Abilis existe déjà pour 3 ou 4 ans. Alors, les pharmacies, elles peuvent communiquer déjà. Alors, Cara, cette pharmacie peut communiquer avec Abilis aujourd'hui sans DEP. Il y a deux lignes de communication. Oui. Il y a une ligne par ce network Abilis, Oui. et l'autre, c'est le network DEP. Oui. Et il y a deux networks. Et le réseau, wie heißt das? Le network Abilis, ça marche aujourd'hui déjà. D'accord. Et puis pour le network DEP, justement, pour que le pharmacien puisse utiliser Pharmatix pour accéder à la plateforme Cara. Ça c'est juste, ich mache es auf Deutsch, weil wenn das Cross-Community zwischen Cara und lorsque le cross-community fonctionne entre Cara et Abilis, et ça c'est pour le mois de juillet, je crois, dans un mois. Lorsque ça ce sera opérationnel, le pharmacien, il verra même plus si un document vient de Cara ou d'Abilis, ou d'ailleurs encore. Le pharmacien, lorsqu'il accède à un DEP, il voit tous les documents. Il ne voit pas la différence selon l'origine du document, si ça vient de Cara ou ailleurs. Ça vaut pour les pharmacies qui sont affiliées à Cara ou à eSanita, à Emedo. Tout le monde voit tout dans le DEP. Alors, ça c'est sûr, mais en fait, alors, je ne sais pas s'il y a un malentendu de ma question, je ne sais pas, Ludovic, si tu veux peut-être directement traduire ma question, si tu es en ligne en allemand. Mais Jean-François, je pose la question, est si un pharmacien a Pharmatix comme logiciel, est-ce qu'il peut se raccorder à Cara? C'est ça. Directement. Directement. Depuis son logiciel. J'entends. Je pense à ce moment, c'est pas fait. C'est possible, mais c'est pas fait aujourd'hui. Et vous savez pour quand c'est prévu? Non, il faut demander au FAC. Sorry, excusez, non, je ne sais pas, mais je peux demander si vous aimeriez. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de répondre. Merci. OK. Bien, question suivante. Lorsque vous parlez de 3 jours pour l'intégration avec le connecteur, qu'est-ce que cela couvre? So was bedeutet diese 3 Tage für die Integration mit dem Connecteur? Alors, 3 jours pour l'intégration, ça couvre quoi? Ces 3 jours, ça c'est pour un petit hôpital, pour faire tout ce qui concerne l'organisation, ranger les documents, s'occuper des identifiants, connecter le système primaire si la technique est déjà là. En 3 jours. Oui, donc connecter à un système comme Ines, ça couvre à peu près ça. Ouais. Et on est bien préparé aussi. On ne fait pas ça pour la première fois et les paramètres sont réglés assez rapidement. Il faut définir les types de documents, organiser certaines choses. Ça a déjà été dit. Et en plus, les hôpitaux n'ont pas envie de passer énormément de temps là-dessus. Les dernières questions. Combien d'hôpitaux y a-t-il qui utilisent la plateforme DEP Abilis aujourd'hui? Il y en a très peu. 1, 2, 3. La raison en est que Abilis s'adressait d'abord aux pharmacies sur le marché. Et on a conçu une application pour les patients, donc c'était un peu ça le point fort ou le principal groupe cible d'Abilis, les pharmacies, la population. Et on
c'est un peu moins orienté vers les hôpitaux et on ne voulait pas non plus se battre contre les cantons. Mais ça a toujours existé aussi une certaine offre pour les cabinets médicaux et les hôpitaux. Mais en matière de marketing, Abilis n'a pas vraiment fait pression dans ce domaine. Donc, il y en a très peu jusque-là.